Bonsoir à toutes et à tous. Alors en cette période de confinement, on a décidé de maintenir les Human Talks et donc c'est ce soir et c'est un événement qui est à distance. Alors c'est la première fois qu'un tel événement est organisé avec toutes les villes organisatrices des Human Talks et j'en profite pour remercier vraiment toutes ces équipes qui ont fait en sorte que cet événement soit possible. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Human Talks, c'est une conférence ouverte à tous et à toutes avec des talks de 10 minutes pour un public de développeurs. Ça se passe le deuxième mardi de chaque mois et c'est l'occasion de découvrir de nouvelles technos, de bonnes pratiques, mais aussi d'avoir des retours d'expérience. Alors ce soir, on est chanceux, on a 7 speakers qui vont parler de sujets assez variés et encore un très grand merci à eux qui ont joué le jeu de s'enregistrer et de faire leur talk à distance, c'était pas toujours si simple. Avant de commencer, je vais rapidement vous expliquer comment cet événement va se dérouler. Alors pour cette première, on a décidé d'être prudent et donc de préenregistrer les talks pour notamment éviter des soucis de connexion en direct. On voulait vraiment assurer cette soirée et aussi permettre à des personnes ne pouvant pas être présentes ce soir de soumettre un talk. Alors, normalement, à votre droite, vous avez le chat. Donc ça va vous permettre notamment de poser des questions en direct aux speakers. La majorité des speakers ce soir seront présents pendant leur talk, donc ils pourront vous répondre. N'hésitez pas aussi à partager vos réactions et à parler avec les autres participants. En ce qui concerne les talks, ils seront diffusés les uns après les autres avec 2 minutes de pause entre chaque. Alors c'est juste l'occasion de discuter un peu plus avec le speaker, de répondre à des questions ou tout simplement de faire une pause si vous en avez envie. Pour les slides des speakers, vous pouvez les retrouver au niveau de l'événement à distance sur le site Human Talks. Et bien sûr, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas, que ce soit via le chat ou via Twitter, on les prendra en compte pour les prochains événements. Il y a de fortes chances que l'événement de mai soit aussi à distance, donc pour nous, ce sera vraiment précieux. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée et encore un grand merci à tous les speakers et à toutes les équipes organisatrices des Human Talks. Bonjour à tous, on a souhaité proposer ce Human Talk aujourd'hui et profiter des 10 minutes qui nous sont offertes pour vous faire la paix avec CSS. Je m'appelle Laurie Pisicchio, je suis développeuse chez Quelco Group et je vais faire cette présentation avec Arnaud. Bonjour, Arnaud Becquet, du coup, lead développeur aussi chez quelques groupes dans l'équipe Fontaine. Donc, pourquoi on a souhaité faire cette présentation? En fait, on constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de développeurs qui sont full stack et de plus en plus d'offres proposées sur le marché pour être développeur full stack. Mais dans les faits, concrètement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore beaucoup de développeurs qui semblent être fâchés avec CSS. Donc, l'info importante qu'on est venu vous délivrer aujourd'hui et qu'on aimerait que vous reteniez, c'est qu'en fait, CSS, c'est un vrai langage. Et donc, comme tout langage, ça s'apprend et il y a des bons principes de programmation qu'on peut lui appliquer et on va essayer de vous les présenter aujourd'hui. Alors du coup, on va vous les présenter rapidement en 50 secondes la base de CSS. Donc CSS, c'est un langage de feuilles de style qui permet d'appliquer du coup des styles à des éléments sélectionnés. Donc la base de la syntaxe, ça va être des sélecteurs qui vont permettre de sélectionner des éléments à styliser et ensuite des attributs clés-valeurs qui vont permettre de définir les styles. Alors il y a trois principaux sélecteurs. Il y a le sélecteur type qui permet de sélectionner un tag HTML. Le sélecteur classe qui lui permet de sélectionner les éléments HTML qui ont l'attribut classe qui correspond au nom de la classe. Il est préfixé d'un point. Et enfin, le sélecteur ID qui lui sélectionne les éléments qui comportent l'ID qui correspond à la partie qui est le suffixe de dièse. C'est les trois grands sélecteurs qu'il faut connaître. Et maintenant, vous pouvez faire vos premiers styles avec du HTML. Alors, faire du style, c'est bien, mais CSS, on s'en sert surtout pour aligner et ordonner des choses. Et pour ça, Laurie va vous présenter deux choses qui vont changer notre vie les dernières années. Ouais, donc pour ceux qui ont fait du CSS et de l'HTML au début des années 2000, c'était vraiment pénible. On était obligé d'écrire des choses qu'on ne comprenait pas toujours et qui n'étaient pas très propres. Heureusement, il y a deux standards CSS qui sont sortis en 2013 puis en 2017 qui nous facilitent vraiment la vie. Le premier, il s'appelle Flexbox et il permet d'aligner des éléments dans un conteneur de manière plutôt linéaire. Et le deuxième, c'est CSS Grid qui est sorti lui en 2017 et qui lui permet d'organiser des éléments selon une grille, comme son nom l'indique. Comme vous le voyez là avec ces deux screenshots, ces deux nouveaux standards CSS, ils sont utilisables dans tous les navigateurs récents, donc vous pouvez vous en servir sans aucun problème.
Donc, on va venir un peu plus en détail sur le premier qui est Flexbox. Comment on fait pour déclarer, pour faire du CSS Flex? Il faut d'abord déclarer un conteneur en mode Flex, donc avec l'attribut display de .flex. Une fois qu'on a déclaré un conteneur en mode Flex, on va pouvoir mettre des éléments à l'intérieur et ils vont se disposer selon le standard Flex. Donc, le conteneur, on peut indiquer dans quel sens on va placer les éléments à l'intérieur de ce conteneur, donc à savoir si les éléments vont s'aligner de manière horizontale ou verticale. Et ensuite, sur les éléments, on peut déterminer des propriétés qui nous permettent de les dimensionner. Donc, il y a les deux attributs principaux qui sont FlexGrow et FlexShrink qui permettent de dire à un élément à quel point il a le droit de grandir pour occuper plus d'espace ou à quel point il a le droit de rétrécir pour laisser les autres éléments à côté de lui occuper plus d'espace. Au-delà de ces grow et shrink, on a aussi des propriétés qui permettent de répartir les éléments dans le conteneur et de les aligner à l'intérieur du conteneur. Donc, par exemple, on peut faire du centrage d'éléments avec Flex, ce qui était compliqué en fait avant. Et on peut aussi décider d'aligner les éléments de manière balancée à l'intérieur du conteneur. Et puis enfin, dernière capacité de Flexbox, c'est de permettre d'ordonner les éléments à l'intérieur d'un conteneur. C'est-à-dire que par rapport à l'ordre dans lequel ils sont décrits dans l'HTML, on peut leur donner un ordre différent grâce à Flex. Et ça, c'est plus utilisé quand on fait du responsive design et qu'on souhaite faire des interfaces qui soient différentes selon qu'on les voit sur mobile ou sur desktop. On va passer au deuxième standard dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le CSS Grid, qui là, cette fois, permet d'aligner des éléments à l'intérieur d'une grid. Donc, pour faire ça, on déclare un conteneur avec display de .grid, ce qui va passer ce conteneur en mode grille. Et là, on a des propriétés grid qui nous permettent de définir la grille elle-même, donc de définir combien de lignes, combien de colonnes, quelles seront la taille de ces lignes et de ces colonnes, avec des propriétés auto qui permettent de donner une taille automatique à une colonne ou à une ligne en fonction de la place laissée par les autres. Et puis, on peut positionner les éléments à l'intérieur de cette grille en leur disant qu'elles se mettent sur une colonne et une cellule en particulier, qu'elles se spannent sur plusieurs colonnes ou sur plusieurs cellules. On peut aussi leur demander de s'aligner ou de se justifier à l'intérieur de ces cellules avec des propriétés qui sont un peu similaires à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Flex. Et une autre capacité de grid que je n'ai pas mis là dans les slides, mais qui existe, on peut nommer des éléments de la grille. Par exemple, on peut indiquer que la première ligne sera la ligne de header et la première colonne, la colonne de menu, ce qui permet ensuite de positionner des éléments dans des parties nommées de la grille. Et ça permet d'avoir un code CSS qui est vraiment lisible et facile à interpréter, facile à comprendre pour le développeur qui repasse après. Pour continuer avec ça, il est important quand on écrit du code, que ce soit du code dans un langage ou dans du code CSS, de le structurer. C'est pour ça que chez Quelcou, on a décidé d'utiliser deux conventions qui aujourd'hui font, pas l'unanimité, mais sont très utilisées à travers le web et notamment par les intégrateurs. Et la première, c'est la convention BEM. Alors BEM, c'est un acronyme pour Block Element Modifier. Qui permet en fait de découper sa structure HTML du coup en blocs, puis en éléments qui sont des sous-parties du bloc, et enfin un modifier qui représente un état qui est différent. Dans l'exemple ci-dessous, en fait, on voit du CSS tel qu'on aurait pu l'écrire en 1996 avec des sélecteurs qui s'enchaînent. En 2020, on a la possibilité, grâce au langage de préprocesseur, d'encapsuler ce code, ou du moins d'écrire ce code différemment pour appliquer simplement des classes de style à des éléments. Ça permet de diminuer la spécificité des sélecteurs, de maximiser la lisibilité du code, de partager un standard avec toute l'équipe, et ça c'est très utile pour gagner du temps pour débugger du style CSS. Autre avantage pour le navigateur, le temps d'interprétation est réduit. La deuxième convention, c'est la convention ITCSS. On pourrait la résumer par cette phrase de Samuel Smythe, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ici, l'idée, c'est de répartir son code en fonction de sa spécificité pour éviter les surcharges involontaires par des écritures de code à un endroit qui serait inadapté. Je ne vais pas vous détailler tous les éléments, je vous invite vraiment à regarder en détail cette architecture qui peut être sous forme de répertoire ou simplement sous forme de fichier dans des projets simples. Mais par exemple, on retrouvera au niveau des settings tout ce qui est variable de couleur, de taille de colonne, ou ce genre de choses.
Et la deuxième partie très importante, c'est la partie components, où là, on retrouvera le style des composants spécifiques de votre application. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses parties importantes de cette architecture-là. Là, on retrouve le plus de code et le code le plus essentiel. Donc, on a vu des nouveaux standards CSS qui nous permettent d'écrire du code plus lisible. On a vu des capacités de structurer ce code CSS. Le troisième grand principe de développement qu'on aimerait que vous appliquiez aussi au CSS, c'est le dry, don't repeat yourself. Comme on l'a vu là avec le ITCSS, l'idée c'est de réutiliser les styles au maximum et donc de ne pas les dupliquer dans chacun des composants. Si on voit qu'un style est utilisé dans tous nos composants, c'est probablement qu'il doit remonter un peu dans la pyramide et être mis à un endroit où il puisse être partagé. Le deuxième point, c'est qu'il existe beaucoup de librairies qui offrent des ensembles de composants standards un peu complexes. On a mentionné ici l'exemple du Material Design, mais Bootstrap le fait aussi. On vous invite vraiment à ne pas réinventer la roue à chaque fois et à utiliser ces librairies qui vous fournissent des composants qui sont standards et surtout qui ont été conçus et pensés par des gens dont le design est le métier. Donc, a priori, si les gens de Material Design ont décidé que les composants devaient être conçus comme ça, c'est certainement pour des bonnes raisons. Donc, on vous invite vraiment à utiliser ces librairies de composants standards. En plus, vous aurez des interfaces graphiques avec un rendu qui sera facilement compréhensible par vos utilisateurs. Par contre, attention à la modification de ces composants. Quand on décide d'utiliser des composants standards type Material Design, c'est qu'on décide d'avoir une interface qui soit conforme au standard Material Design. Et donc, on ne veut pas modifier tous ces composants pour leur donner une allure ou un comportement qui soit différent de ce qui a été conçu à la base par les gens qui ont fait ces librairies. Donc voilà, réutilisez au maximum les styles, ne les réécrivez pas plusieurs fois dans votre application et utilisez des composants standards. Vous aurez des interfaces qui seront facilement compréhensibles par vos utilisateurs. Alors, tout ça, c'est vraiment bien, mais il ne faut pas oublier de pourquoi on fait des interfaces, en fait, pour qui plutôt. Aujourd'hui, les interfaces web sont destinées à être utilisées principalement par des internautes et il est bon de respecter les critères ergonomiques de base de toute chose qui doit être utilisée par un humain qui sont décrits là. Donc ça, c'est des critères de Scapin-Bastien qui ont été définis du coup assez on va dire tôt pour le web et puis tard pour le reste. Et il y en a un que j'aime particulièrement dans ça, c'est le critère d'homogénéité cohérence en fait, qui est très important et qui est peu souvent respecté, que ce soit dans les back-office ou même dans les sites marchands. Ce critère-là, en fait, il appuie le fait que votre application, elle doit être cohérente dans son ensemble. C'est-à-dire qu'un bouton de validation, par exemple, sur un écran, s'il est à droite, sur l'écran d'après, il doit pas être à gauche. C'est des petites choses en fait qui sont vraiment essentielles de connaître et de respecter pour donner pour faciliter en fait l'utilisation de votre interface par les personnes qui vont y avoir accès. Donc celui-là, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être sensibilisé, même au sein d'une équipe de manière générale. Et l'utilisabilité du web, là, comme on peut le voir dans le lien en dessous Wikipédia qui vulgarise l'approche qui est définie par l'ergonomie web. Je vous invite à vraiment le lire. Ça vulgarise très bien le sujet et ça vous permettra d'être au fait de ce qui se fait et de comment respecter ces bonnes pratiques qui sont essentiellement du bon sens. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir plus, on a mis quelques petits liens là qui pointent vers des jeux qui permettent de découvrir les standards Flex. Ça existe aussi pour Grid, vous les trouverez facilement. Et puis voilà un petit lien sur les sélecteurs CSS aussi sous forme de jeu qui permet de rentrer dans ces sujets-là de manière un petit peu ludique.
Salut à tous et à toutes, moi c'est Julien, ou Jubobs, avec un 0 pas un O, un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une faille de sécurité connue en anglais sous le nom de Subdomain Takeover. Donc, comment on traduit ça en français? Prise de contrôle d'un sous-domaine, c'est pas mal. Et en gros, ça permet quoi? Un Subdomain Takeover, ça permet à un adversaire, donc quelqu'un qui vous veut du mal, de contrôler tout ou partie du contenu servi par le sous-domaine en question. Et donc il y a quelques mois, j'avais réussi à prendre le contrôle d'un sous-domaine de xbox.com, et puis j'avais pris la liberté d'installer une petite app inoffensive qui permet de voter sur votre animal préféré, chien ou chat. Donc, pourquoi c'est une faille intéressante? C'est une faille très répandue, en fait elle a profité de la montée du cloud, et donc il y a beaucoup de subdomain takeovers qui sont en attente d'être exploités. Mais c'est relativement méconnu des organisations. En fait, il y a beaucoup d'organisations qui peuvent être victimes de subdomain takeover, mais ne s'en rendent pas compte. En plus de ça, il n'y a pas besoin d'être un expert ou une experte pour exploiter un subdomain takeover quand on se rend compte que c'est possible. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Je pense qu'à la fin de cette présentation, vous pourrez vous-même aller en chercher. Et en plus de ça, son exploitation est difficile à détecter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes victime d'un subdomain takeover, c'est pas immédiatement évident, en fait, c'est difficile à détecter. Donc c'est ça qui donne le caractère un peu sournois à la chose. En plus, ça peut être chaîné à d'autres plus petits problèmes, des problèmes un peu mineurs de sécurité, des problèmes de configuration, pour augmenter l'impact de la faille, en fait, sur votre organisation. Donc au final, l'impact d'un subdomain takeover sur votre organisation peut être assez sévère. Et donc pour vous en prémunir, vous devez comprendre les mécanismes et les enjeux de cette faille. Donc pour expliquer comment ça marche, voilà un scénario typique. Imaginons une boîte qui s'appelle Victim, ok, et qui veut commencer à utiliser un service tiers quelconque qu'on appellera TipTop. Et donc TipTop dit pas de problème, vous créez votre instance chez nous, et voilà, elle est disponible à telle adresse. Sauf que pour Victim, c'est pas top parce que la boîte Victim voudrait vraiment rendre son instance TipTop accessible depuis l'un de ses sous-domaines. Et donc TipTop dit, on donne cette fonctionnalité. Tout ce que vous avez à faire pour ça, c'est aller dans votre configuration DNS et créer un enregistrement DNS de type CNAME qui pointe vers votre instance existence chez nous. Et donc voilà, Victim fait ça, tout va bien, et puis le temps passe, et puis quelques mois plus tard, Victim se rend compte que le service TipTop, c'est pas si TipTop que ça, c'est trop cher, ou alors ça n'a pas les fonctionnalités attendues, et donc ils décident de résilier leur abonnement et de supprimer leur instance TipTop. Sauf que ils oublient de retirer leur enregistrement CNAME, et du coup, leur enregistrement CNAME pointe toujours vers TipTop, mais pointe dans le vide en fait, parce que l'instance n'existe plus. Et là, surgit un adversaire qui se rend compte qu'il y a toujours un CNAME, qu'il y a toujours un sous-domaine de victim.fr qui pointe vers TipTop, et tout ce qu'il ou elle a à faire, c'est recréer l'instance TipTop avec le même nom, et là, à partir de là, il ou elle contrôle le contenu servi par le sous-domaine de victim.fr. Ok, donc je schématise, il y a d'autres formes de subdomain takeover qui font intervenir d'autres types d'enregistrement DNS, mais ça vous donne une idée de comment ça se passe en général. Et donc quel est l'impact d'un subdomain takeover? Ça dépend vraiment de la relation de confiance que votre domaine racine entretient avec ses sous-domaines. Si c'est pas clair, ça devrait le devenir un peu plus tard dans la présentation. Puis ça dépend aussi évidemment de la nature du service tiers utilisé. Il est bien évident que si le service tiers utilisé c'est, je sais pas, un système ou une plateforme de blog statique, vous n'allez pas avoir la même latitude que si c'est carrément du platform as a service ou un cloud provider genre Azure ou Google Cloud ou AWS. Et donc il y a plein d'impacts, il y a plein d'exploitations possibles différentes. Je n'ai en cité que quelques-uns. Donc, ce qui peut venir à l'idée d'un adversaire, c'est de dire « Attends, je contrôle le contenu d'un de leurs sous-domaines, je vais mettre du contenu qui vise à offenser les utilisateurs de victim.fr, ou alors
je sais pas, je vais mettre des images de chats ou des trucs comme ça. Donc soit, voilà, ternir la réputation de victime.fr. Et en fait, c'est ce qui s'était passé sur le site de campagne de Donald Trump en 2017. Et malheureusement, ça ne l'a pas empêché d'être élu, mais voilà, ça peut être très embarrassant pour votre organisation. Une autre exploitation qui est assez évidente, c'est de l'hameçonnage. Parce que si vous contrôlez le contenu servi par un sous-domaine d'un domaine racine qui a bonne réputation, donc si vous allez sur xbox.com, a priori vous vous dites je suis en sécurité, je suis sur xbox.com, je crois en la réputation de ce domaine racine, et si je suis sur un sous-domaine de ce domaine, a priori je suis toujours en sécurité. Et donc c'est vraiment l'endroit parfait pour mettre un faux formulaire de login ou de paiement, etc. Et en fait, si l'adversaire arrive à attirer des gens sur ce sous-domaine, c'est lui ou elle qui va récupérer les identifiants ou les informations de paiement, etc. C'est pas xbox.com. Donc voilà, c'est super sournois. Et en plus de ça, rien ne m'empêche de générer un certificat TLS, et donc je vais pouvoir avoir le petit cadenas dans la barre d'adresse. Et malheureusement, encore beaucoup trop de gens prennent le petit cadenas dans la barre d'adresse comme gage de confiance d'un site. Donc voilà, c'est super sournois. C'est limite indétectable pour les gens qui vont sur le sous-domaine vulnérable. Un troisième type d'utilisation, c'est distribution de malware. Donc là, je prends l'exemple de JavaScript. Imaginons que l'adversaire a pris le contrôle de static.victim.fr, ok, et il ou elle se rend compte qu'il y a app.victim.fr qui qui envoie des requêtes pour un fichier .js en fait. Et là, rien n'empêche l'adversaire de dire bah ok, je vais vous retourner du JS, mais c'est du JS que j'ai concocté moi-même, donc qui vise à exfiltrer des cookies de session ou ce genre de choses. Donc là, c'est pas terrible parce que c'est comme si vous aviez une faille XSS, donc cross-site scripting persistante sur app.victim.fr. Donc c'est du JavaScript malicieux ou malfaisant qui va s'exécuter dans le contexte de app.victim.fr. C'est pas terrible du tout. Donc j'avais évoqué le fait que ça pouvait, un subdomain takeover, ça pouvait aggraver d'autres failles de sécurité plus mineures, on va dire. Mais donc par exemple, si vous si vous scopez tous vos cookies, y compris les cookies sensibles, sur votre domaine racine, et ben il suffit pour un adversaire d'attirer vos utilisateurs utilisatrices sur un sous-domaine dont il ou elle a pris le contrôle, et ça va permettre à l'adversaire de récupérer tous ses cookies sensibles. Autre chose, si vous avez mis en place une CSP, donc Content Security Policy, mais que celle-ci est trop laxe, donc elle permet, en fait, elle autorise tous les sous-domaines de votre domaine racine, et ben vous vous exposez potentiellement à des failles de type cross-site scripting ou clickjacking. Autre chose, si vous avez mis en place une politique de CORS, mais que celle-ci, à nouveau, est trop laxe et autorise toutes les origines, tous vos sous-domaines, en gros, et ben, vous pouvez, un adversaire va pouvoir mettre en place une attaque de type cross-site request forgery et pouvoir potentiellement récupérer des données sensibles de vos utilisateurs utilisatrices. Et puis, si vous avez de la protection contre du SSRF, donc Server-Side Request Forgery, mais que cette protection consiste à laisser passer tous vos sous-domaines, et ben, vous exposez aussi à un risque de Server-Side Request Forgery. Donc comment vous prémunir de ce genre de risque? Maintenant que vous savez ce qu'est un subdomain takeover, je vous invite à prendre le risque en compte dans le design de votre système. Deuxième point, auditez régulièrement vos enregistrements DNS, et assurez-vous qu'ils ne prennent pas la poussière, que chacun a bien un rôle défini, et assurez-vous qu'aucun ne pointe vers une instance qui n'existe pas, en fait, vers un service tiers. Assurez-vous que vous n'avez pas d'enregistrement DNS dangereux. Et puis, quand vient le moment de choisir une solution, un service tiers, en fait, quand vous étudiez les offres,
prenez en compte les protections en place chez ce service tiers. En fait, tous les services tiers tous les fournisseurs de services ne sont pas égaux devant le subdomain takeover. Certains mettent en place des protections, d'autres pas du tout. Et là, par exemple, si on prend les cloud providers, c'est vraiment Azure qui mérite le bonnet d'âne. Donc si vous voulez en apprendre plus sur ce type de faille, je vous invite à consulter ce billet de Detectify qui a popularisé le subdomain takeover en 2014. Autrement, il y a le blog de Patrick Hudak qui écrit pas mal sur le subdomain takeover. Et puis troisièmement, il y a ce dépôt sur GitHub qui en gros recense un certain nombre de services qui sont vulnérables à du subdomain takeover. C'est pas exhaustif, mais ça peut vous donner une idée du genre de service qui peut vous causer des problèmes de ce côté-là. Voilà, c'est tout pour moi. Je prendrai les questions s'il y en a. À plus. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre Griset et je suis là aujourd'hui pour vous parler de Digital Nomad. Alors rapide présentation déjà, donc je m'appelle Alexandre, je suis développeur depuis 2013, spécialisé dans les techno-front. Je suis auto-entrepreneur depuis mai 2018, donc ça va faire 2 ans, et je suis ce qu'on appelle Digital Nomad depuis septembre 2019. Alors, un digital nomade, on va essayer de faire une définition ensemble. Un digital nomade, c'est tout simplement quelqu'un qui peut voyager et travailler en même temps, qui a juste besoin d'un outil numérique, donc typiquement un ordinateur, et d'une connexion internet. Donc c'est simplement ce dont a besoin un digital nomade. C'est quelqu'un qui travaille, voyage et tout simplement avec son ordinateur. Donc c'est quelqu'un qui souvent est développeur, qui travaille dans le marketing, ou qui peut même être écrivain ou qui est graphiste, donc un peu tous les métiers du numérique. Alors je vais raconter un petit peu mon histoire maintenant. Donc il y a encore 2 ans, je vivais à Nantes, j'étais salarié dans une ESN. J'ai décidé de devenir auto-entrepreneur donc en mai 2018, comme je le disais, tout simplement parce que j'avais des besoins de liberté, que ce soit géographique, que ce soit financière ou vis-à-vis de mes clients. J'avais envie de plus d'indépendance. C'est pour ça que je suis devenu auto-entrepreneur et c'est une décision que je regarde pas du tout. Et ensuite, ce qui m'a convaincu de devenir digital nomade, c'est simplement que j'ai toujours eu cette envie de bouger. En fait, ça fait des années et des années que j'ai du mal à rester
dans une même ville pendant plusieurs mois de manière stable. Au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer et j'ai envie de bouger. J'ai toujours été comme ça, donc c'est ce qui a fait que l'idée a commencé à germer dans ma tête de partir et voyager tout en travaillant. Mais j'étais en couple à cette époque, donc c'était un petit peu compliqué. Et donc ma copine de l'époque ne travaillait pas du tout dans le numérique, donc c'était impossible de partir ensemble. Et je voulais pas partir tout seul, donc c'était compliqué. Mais il se trouve qu'on s'est séparés fin 2018, donc là, je me suis dit, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, fonce. Du coup, j'ai travaillé pendant quelques mois, jusqu'à juin 2019, pour mettre de l'argent de côté au cas où pour la suite. Et ensuite, j'ai décidé de partir en septembre 2019. Donc j'ai juste pris un sac à dos 40 litres, un sac à dos cabine. Ça me suffit pour partir sur une durée indéfinie. Et je suis parti en Espagne du coup en septembre 2019. Alors pourquoi j'ai choisi l'Espagne? Tout simplement parce que je voulais commencer par un pays qui soit pas trop dépaysant, qui soit assez proche de la France géographiquement et culturellement. Et j'avais aussi envie d'apprendre la langue, donc c'était l'endroit parfait pour partir dans un premier temps, qui était assez proche et surtout qui était aussi sur un fuseau horaire le même que la France, si jamais je venais à travailler avec des clients qui m'imposaient des horaires. Donc voilà, ça c'était il y a 7 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 7 derniers mois? Donc j'ai vécu dans 8 villes différentes. En Espagne, je suis resté en Espagne depuis. J'ai vécu dans 8 villes différentes, donc j'ai un petit peu bougé dans le pays. J'ai dormi dans 12 lieux différents, que ce soit des hôtels, des auberges de jeunesse ou des co-living. Alors un co-living, pour définir rapidement ce que c'est une espèce de grosse colocation pour digital nomades. Donc c'est un endroit, un lieu de rencontre qui est parfait pour les nomades. Comme je le disais, je voulais apprendre l'espagnol, du coup j'ai appris l'espagnol, j'ai appris à faire du surf, j'ai rencontré une bonne trentaine de nomades, dont 7 ou 8 développeurs. Certains sont devenus amis, on est toujours en contact. J'ai passé des moments super avec eux, j'ai passé des très bonnes soirées, j'ai fait des choses que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas été nomade, des randonnées, des nouvelles activités sportives, ce genre de choses. Je suis même allé par hasard sur un lieu de tournage de Game of Thrones à Gérone dans le nord-est de l'Espagne, donc c'est des choses que j'aurais probablement jamais fait si j'avais pas été nomade. Donc ça, c'est les points positifs. On peut travailler à l'étranger, on peut profiter des paysages, on peut profiter des gens qu'on rencontre, etc. Mais évidemment, c'est pas 100% de ce qui se passe. C'est le joli côté en fait de ce qui se passe. Mais on est à l'étranger pour travailler, donc il y a forcément des points négatifs, des points qui sont pas je passe ma journée à la plage. En parlant de plage, donc dans les points négatifs, on ne peut pas travailler depuis une plage sans parler du soleil qui tape sur l'écran. Qui prendrait le risque de travailler au milieu du sable, avec du bruit, des gens qui parlent autour, etc. C'est impossible en fait. Donc ça, c'est simplement pour les belles photos sur Insta, mais dans la réalité des choses, ça n'existe pas. Un autre point négatif ou quelque chose, une autre petite difficulté pour les nomades, c'est tout simplement de trouver un client. On connaît la difficulté en France de trouver un client, une entreprise qui accepte qu'on travaille en full remote 100% du temps. Alors, si vous dites qu'en plus vous travaillez depuis un autre pays, voire même d'un fuseau horaire différent, là forcément ça va être encore plus gênant. Perso, du coup, j'ai fait le choix de ne plus dire que je travaille depuis l'étranger parce que je travaille depuis Paris ou que je travaille depuis Barcelone, je fais exactement le même travail. Donc j'ai arrêté de dire que j'étais à l'étranger et ça pose pas de problème en fait. Et donc ça, c'est une autre difficulté. Une autre difficulté que j'ai envie de citer, c'est simplement qu'on peut avoir un peu plus de pression, mais ça, c'est pas forcément propre aux nomades, c'est propre aux freelances en général. On peut avoir des deadlines, on peut avoir des contraintes budgétaires, donc on peut travailler beaucoup plus que si on était sur site, mais ça, encore une fois, c'est pas propre aux nomades, mais il faut savoir le gérer. Tout en étant à l'étranger, ça rajoute une petite difficulté. Une autre difficulté que je pourrais citer, c'est aussi la solitude. La solitude, on a beau rencontrer beaucoup de nomades, on a beau rencontrer beaucoup de gens, c'est pas pour autant qu'on peut pas se sentir seul, au contraire. Même quand on est introverti comme moi et qu'on aime bien être seul de temps en temps, on rencontre des gens, mais finalement c'est des amitiés éphémères, on lie pas de relations stables et de longue durée avec les gens qu'on rencontre. Il y a même très souvent, on se retrouve seul dans un Airbnb pour plusieurs semaines. Donc c'est une solitude qui peut être pesante. On n'en entend pas forcément trop parler quand on n'est pas nomade, ou un petit peu, mais la réalité est quand même beaucoup plus présente dans la réalité.
Et cette solitude m'amène au dernier point négatif que j'ai envie d'aborder, c'est les relations de couple. Sur tous les nomades que j'ai rencontrés, l'immense majorité sont des célibataires. Ça coule sous le sens. Il y en a quelques-uns qui voyagent en couple. Je crois que j'ai rencontré 2 couples qui étaient digital nomades. Mais ça pose des difficultés. Il faut que les deux aient des activités dans le numérique. Il faut que les deux arrivent à se supporter H24 aussi. Et ça, c'est pas donné à tous les couples. Donc voilà. Et j'ai connu aussi 2 ou 3 nomades qui voyageaient tout en étant en couple, mais qui laissaient leur conjoint en fait dans un autre pays tout simplement. Donc ça, encore une fois, ça se fait, ça s'organise, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer non plus. Et c'est pour ça que la majorité des nomades sont célibataires. C'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut être prêt à gérer. Ensuite, j'aimerais parler des idées reçues qu'on a au niveau des nomades, auxquelles j'aimerais bien tordre un petit peu le cou. Par exemple, j'entends souvent dire que quand tu es digital nomade, tu travailles à la plage, donc tu es en vacances. Tu travailles à l'étranger, donc tu es en vacances. J'ai même entendu ça de la bouche d'un développeur récemment. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que je travaille depuis l'Espagne, c'est pas parce que je travaille depuis la Thaïlande, c'est pas parce que je travaille sur un bar, dans un bar, sur une terrasse à 2 km de la plage, que je suis en vacances. Je fais autant d'heures que si j'étais sur site en France, voire même plus. C'est simplement qu'une fois la journée finie, je peux très bien aller à la plage, je peux très bien faire une randonnée, je peux très bien aller boire un verre avec d'autres nomades ou rencontrer des locaux. Et la même chose le week-end, mais tout ce qui est travail de semaine, en fait, que je sois ici ou en France, ça change absolument rien. Une autre idée reçue aussi, c'est que la vie de nomade serait plus chère que la vie de sédentaire. C'est faux aussi, encore une fois, si vous êtes nomade et que vous avez un TJM, un salaire de freelance français, parisien, si vous vivez en Indonésie ou en Thaïlande, par exemple, vous aurez une vie de rêve. Là-bas, le coût de la vie est largement plus faible qu'en France. Donc si vous avez un salaire français et que vous vivez là-bas, vous aurez franchement un niveau de vie énorme, maximum. Par contre, après, si vous voulez aller vivre, par exemple, je sais pas, à New York, ce sera différent. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous gagnez, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même moins cher, pour moi en tout cas, c'est quand même moins cher d'être nomade que sédentaire. Et enfin, j'aimerais parler de l'âge moyen des nomades. J'ai aussi lu une fois sur une espèce d'étude psychologique des digital nomades que c'était des jeunes qui étaient perdus dans leur tête, qui savaient pas trop, qui se cherchaient. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que la majorité des nomades, des digital nomades, en fait, sont trentenaires, mais voire même, j'ai rencontré des nomades de plus de 50 ans. Chez la plupart des digital nomades, le déclic, en fait, le changement de vie se fait aux alentours de 30-32 ans. La moyenne d'âge, c'est bien 35 ans. Donc ça, il faut aussi arrêter de croire que les digital nomades, c'est des jeunes qui sont paumés. Au contraire, c'est des gens qui sont très bien dans leur tête, qui sont très stables, qui savent ce qu'ils veulent et qui ont la maturité pour. Ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il faut se mettre en tête, que ce sont juste des jeunes qui sont paumés. Donc en conclusion, ce que je peux conclure sur mes 7 mois de nomadisme, c'est simplement que j'ai aucun regret là-dessus. Je compte pas m'arrêter, pour moi c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une vie de rêve. C'est pas fait pour tout le monde, loin de là, hein, parce qu'il y a des difficultés, il faut trouver des logements, c'est pas simple, il faut se débrouiller quand on parle pas la langue, enfin il y a pas mal de difficultés, mais moi c'est quelque chose que j'aime, ça au contraire. Et pour moi, devenir nomade, c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis que j'ai pris celle de devenir indépendant il y a un peu plus de 2 ans. Maintenant, quelques conseils si vous aussi vous voulez vous lancer. Alors, je vous conseille de partir un temps assez limité, 3 semaines, 1 mois par exemple à l'étranger. Alors évidemment, il faut que votre travail vous le permette. Si vous êtes salarié, il faut que vous puissiez travailler en remote. Et si vous êtes freelance, il faut que votre client accepte de vous laisser partir travailler en remote. Après, vous n'êtes pas obligé de dire que vous partez travailler à l'étranger, encore une fois, que vous travaillez à Barcelone ou à Paris. Si c'est du full remote, ça reste du full remote. Votre client n'est pas obligé de le savoir. Mais ce que je vous conseillerais, c'est de partir juste 1 mois dans un pays qui ne soit pas trop dépaysant. Donc par exemple, typiquement, l'Espagne, c'est parfait pour ça. Et juste après ce mois, vous saurez si c'est fait pour vous ou non. Et vous pourrez continuer ou arrêter. Mais au moins, vous aurez sauté le pas et vous saurez. Donc voilà, c'était tout pour la présentation. Je crois qu'on a presque dépassé les 10 minutes, je pense.
Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube où je parle un peu plus de mon quotidien de digital nomade et de développeur nomade. Donc la chaîne s'appelle Alex Développeur Nomade. Et j'ai aussi un blog pour les développeurs freelance qui s'appelle devenir-développeur-freelance.com. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à tenter l'aventure nomade. Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir écouter les Human Talks en remote. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de la suite Elastic, mais quand on parle de cette suite, on a en tête plusieurs produits. D'abord Elasticsearch, comme source de données et moteur d'indexation. On a ensuite des shippers, des agents permettant d'aller récupérer de la donnée et les indexer dans Elasticsearch, comme la suite Bits ou Logstash. Et ensuite, au-dessus de ça, nous avons une interface graphique Kibana qui va nous permettre de visualiser les données indexées dans le moteur d'indexation. Kibana, comme je vais vous le montrer, permet de définir des dashboards dans lesquels on va agréger différentes visualisations permettant de voir l'état actuel de mes données. Ces dashboards fonctionnent très bien, ont leur use case. Chaque widget peut interagir avec le deuxième en faisant office de contrôle. Mais alors les données se chargent là. Ces dashboards-là sont très techniques. C'est pas un dashboard grand public. Il faut avoir une connaissance en amont des données qu'on a indexées, de ce qu'on manipule, pour y comprendre leur sens. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous parler de Kibana Canvas, qui est une sous-application de Kibana, qui va nous permettre de faire un genre de dashboard. C'est pas vraiment un dashboard, plutôt voir ça comme un slide deck comme PowerPoint ou Google Slide, directement depuis Kibana, avec des données venant d'Elasticsearch, mais en pouvant créer une slide avec le thème graphique de ma société, avec la terminologie qu'on utilise dans la société, dans le but de faire une visualisation peut-être grand public, ou en tout cas utilisable par des personnes qui ne sont pas trop techniques. Donc, imaginez, je ne sais pas moi, vous voulez une visualisation depuis des données techniques, faire une visualisation pour l'équipe finance ou l'équipe marketing ou toute autre équipe.
Alors, pour ma part, je m'appelle Emmanuel Demey, je suis consultant web et Elasticsearch indépendant. Je donne de la formation, du conseil et je fais de la réalisation sur ces deux spécialités. Vous pouvez me suivre sur Twitter via mon handle @EmmanuelDemey. Et je suis également co-organisateur du GDG Lille, un meet-up lillois, ainsi que DevFestil, une journée de conf qu'on organise tous les ans. Voilà, c'est terminé pour la pub. Alors, je vais vous présenter Kibana Canvas, pardon. J'ai pas indexé des données, on va pas créer un canvas from scratch parce que nous avons que 10 minutes. J'ai utilisé des jeux de données disponibles de base dans Kibana. Si vous voulez jouer avec Kibana sans devoir indexer la donnée, ce genre de choses, il existe 3 jeux de données disponibles. Un jeu de données plutôt orienté compagnie aérienne, c'est celui qu'on va utiliser. Un autre pour des logs techniques. Et le troisième, un site d'e-commerce. Donc moi, j'ai utilisé les logs d'une compagnie aérienne. Donc pour Canvas, dans le menu à gauche de Kibana, nous avons une entrée Canvas sur laquelle je vais cliquer pour visualiser le Canvas qui m'a été créé par Kibana pour juste une démo, pour voir toutes les possibilités de ce produit. Alors, le temps que ça se charge, il faut voir Canvas, comme j'ai indiqué tout à l'heure, comme un slide deck. Un slide deck, comme PowerPoint. Je peux avoir une slide, je peux en avoir plusieurs. Moi, ce que j'ai envie, c'est le résultat final, le mettre sur un grand écran à l'accueil de ma société et que chaque slide passe à la suivante automatiquement toutes les n secondes, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec Canvas. Donc voici, si je mets en plein écran, le visuel que nous pouvons avoir. Donc là, on dirait juste une infographie, mais j'ai ma propre iconographie. J'ai mon fond de carte derrière en bleu qui ressemble à un aéroport. J'ai ma police, j'ai mes tailles, mon jeu de couleurs, mon iconographie, et j'ai de la donnée. On pourrait se poser comme question, est-ce que la donnée est statique? Et en fait, non. La donnée est vraiment dynamique, elle vient d'Elasticsearch. Si j'active le auto-refresh, qui est disponible ici, je vais pouvoir dire, toutes les 5 secondes, Kibana Canvas fait une requête en Elasticsearch pour vérifier est-ce que j'ai pas des nouveaux résultats, des données différentes, et mettre à jour automatiquement mon slide deck. Donc c'est vraiment quelque chose de dynamique qui travaille avec les requêtes, avec les données qui sont dans Elasticsearch. Ok, donc là je vais vous présenter rapidement comment ça marche, quels sont les éléments qui sont derrière. Alors la partie principale, c'est Add Element. Add Element va nous permettre de sélectionner qu'est-ce qu'on souhaite mettre dans notre slide, dans notre canvas. Pardon. On peut intégrer des widgets permettant de visualiser de la donnée, genre des camemberts, des donuts, des area charts, des histogrammes, des tables, etc. Ou on peut injecter des images statiques qu'on aurait uploadées au préalable. Donc pour uploader ces images, il y a un autre onglet, Manage Assets, dans lequel je vais uploader toute mon iconographie, toutes mes images qui sont propres à ma société. On peut retrouver ici mes icônes, l'avion, le Google Places et mon fond de garde bleu, que une fois uploadé, je vais pouvoir injecter dans ma slide pour construire mon visuel. Pour chaque donnée, ou chaque élément qu'on va ajouter, à droite, on va avoir un panneau disponible pour pouvoir le configurer. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné le 114. En fait, le 114, c'est juste un élément de type métrique. Si on regarde dans la pop-up à l'élément, c'est un élément qui s'appelle métrique que je vais pouvoir insérer à tel endroit. Quand je l'ai sélectionné, comme je l'indiquais à droite, il y a un panel qui s'est affiché. Je vais pouvoir modifier sa police, sa taille, italique, gras, aligné à droite, gauche. Je vais pouvoir même modifier sa feuille de style si on connaît un peu le CSS. Mais là, pour l'instant, la donnée est encore statique. Moi, j'ai envie de récupérer le résultat d'une requête Elasticsearch. Et c'est dans l'onglet Data qu'on va pouvoir définir quelle est la stratégie pour aller récupérer la donnée. Alors, je vais revenir en arrière. On a plusieurs stratégies. On peut faire soit une requête Elasticsearch Raw Documents permettant d'aller récupérer un document Elasticsearch,
si on souhaite faire un affichage basique. Si on veut faire des time series, on va utiliser le sous-projet Kibana qui s'appelle TimeLion. Et si on veut faire des agrégations, donc l'agrégation c'est bien le terme Elasticsearch, hein, c'est un regroupement de nos documents en fonction de certains critères, on va utiliser un nouveau DSL disponible dans Elasticsearch qui s'appelle Elasticsearch SQL. Donc on va pouvoir écrire à la manière SQL des requêtes Elasticsearch qui seront exécutées dans notre cluster. Mais en fait, ce qui est derrière, c'est juste, il y a juste une conversion au bon moment entre la syntaxe SQL et la DSL historique d'Elasticsearch. Donc si je sélectionne Elasticsearch SQL, j'ai un champ qui va apparaître dans lequel je vais construire ma requête. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je sélectionne, j'ai une propriété flight time min dans mes documents, j'en fais la somme, je divise à mon avis juste pour avoir les jours, j'enregistre ça dans une variable qui s'appelle total days, et cette recherche-là, je la fais où? Je la fais dans l'index qui s'appelle Kibana sample data flights. Ok, donc là, j'ai fait une requête, j'ai une donnée qui va être disponible dans une variable qui s'appelle total days, et automatiquement, lorsque je définis ces variables dans ma requête SQL, je vais avoir une select box qui va être mise à jour dans le panel principal. Ici, dans mon select box, je vais voir toutes les variables que j'ai nommées dans ma requête SQL. Donc là, j'ai juste à dire, ok, la valeur que je souhaite afficher ici, c'est la variable qui s'appelle total days. Et automatiquement, grâce à ça, je vais avoir le résultat qui va s'afficher ici. C'est tout. Donc l'ensemble de ces éléments se construit de cette façon. On a la main sur le DSL qui est utilisé pour construire ces éléments. En fait, on peut le faire d'une autre façon qu'avec des clics-clics. Si je sélectionne encore une fois le 308 là par exemple, en bas à droite, j'ai un lien expression editor qui nous permet de voir le code qui est derrière. J'ai un DSL particulier qui est assez compréhensible. Si j'ai un filtre global, genre sélectionner la période sur laquelle je veux travailler, je fais ma requête Elasticsearch SQL, je récupère ma variable total flights, je la formate pour faire un arrondi par exemple, je lui définis que la métrique, son unité c'est flights, le label pardon c'est flights, et je définis la fonte de la métrique, la fonte de la label, et ensuite je render. Il faut bien voir ça ligne par ligne comme un flow de traitement. Donc chaque visualisation, c'est exactement la même syntaxe. Le fait de pouvoir le faire via l'interface graphique, c'est juste une aide à l'utilisation. Une fois que vous avez construit votre slide deck, je peux avoir plusieurs slides. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Si je clique sur la page 1, ici vous voyez que j'ai un plus, je peux ajouter autant de pages que je souhaite. Et une fois que je suis content, je peux dire ici dans mes contrôles, mes données, tu les rafraîchis toutes les 5 secondes. Donc toutes les 5 secondes, il y aura une nouvelle requête à Elasticsearch qui sera envoyée pour récupérer les nouvelles données et ma slide sera mise à jour. Et je veux que mes slides changent. Je passe de la slide 1 à la slide 2, par exemple, toutes les 5 secondes. Comme ça, j'ai un système rotatif sans rien faire. C'est juste de la configuration. Et dernier truc très intéressant, c'est la possibilité d'extraire ce canvas et de le mettre dans vos applications. C'est une demande qu'on avait souvent. Là, vous pouvez le faire. Si vous faites charger sur WorkPad, je peux, via un peu de configuration, intégrer ce canvas dans n'importe quelle application web. J'ai juste un import d'un fichier JavaScript à faire, une balise HTML à mettre au bon endroit, et une initialisation JavaScript à faire. Et le tour est joué, j'ai ce visuel-là dans mon application. Voilà pour la présentation de Kibana Canvas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi sur Twitter, @EmmanuelDemey. Mes messages privés sont ouverts, je serai ravi de vous répondre. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonjour à tous et bienvenue à ma présentation qui s'intitule Déployer une application Shiny en production. Donc elle va durer 10 minutes. Je vais essayer d'être concis parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire malgré tout. Alors avant de rentrer dans les détails sur Shiny et le sujet de ma présentation, je voudrais me présenter. Donc, je m'appelle Vincent, je suis expert du langage R. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle Syncar dans laquelle on est 7. On est tous hyper spécialisés sur R. Et notre métier, c'est à moitié de faire de la formation. C'est-à-dire qu'on forme beaucoup de personnes tous les ans à R. 700 personnes l'année dernière, et on est aussi à l'initiative d'une certification, donc 3 certifications éligibles CPF, 3 niveaux, de l'analyste jusqu'au développeur interface Shiny. Et justement, ça fait quoi notre deuxième activité, qui est de faire de la presta, c'est-à-dire essentiellement construire des applications Shiny pour des clients. Donc là, dans les 10 minutes qui me sont imparties, je voudrais vous parler d'un aspect un peu rarement présenté, on va dire, à savoir le déploiement d'une application. Tout le monde peut faire une appli, c'est pas du tout compliqué avec Shiny. Alors, par contre, faire une application en prod dans les règles de l'art, c'est un peu plus compliqué. Et une application qui se déploie facilement, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est sur ça que je vais insister aujourd'hui. Donc Shiny, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework de RStudio qui permet de construire des applications web en R, en gros. Et c'est utilisé dans plein de secteurs d'activité pour faire plein de choses. L'usage a été vraiment détourné et c'est utilisé partout. Pour faire une application Shiny en prod, nous utilisons un package qui s'appelle Golem, c'est un package de chez nous, qui permet donc de créer, maintenir et déployer facilement une application Shiny. Alors, la promesse de Golem, c'est de gagner du temps, de travailler proprement, de travailler à plusieurs, de simplifier le déploiement des applications. C'est sur ce point-là que je vais insister dans 20 secondes, et de faciliter la maintenance de l'application. Mais l'idée de base, vraiment, derrière Golem, c'est d'utiliser les packages R. Ceux qui font du R savent qu'il y a beaucoup de packages et qu'en fait, tout devrait être package. C'est-à-dire que votre application, pour la déployer, elle devrait être sous forme de package. Le fait qu'elle soit sous forme de package, par définition, ça inclut la dépendance, les versions, c'est fait pour être installé, c'est fait pour être déployé. Le premier truc à faire, quand vous avez une application Shiny qui a vocation à partir en prod, à être installée quelque part, c'est de la mettre dans un package. Et Golem est un moyen efficace de faire ça. Faire un package, ça se fait vite et bien, ça prend moins de 3 minutes quand on est habitué, ça vaut le coup d'apprendre. Et une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment attaquer des belles problématiques de manière sérieuse et rigoureuse. Donc, quand votre application est dans un package, donc ça c'est l'arborescence d'un package R classique, en fait l'idée de Golem c'est de fabriquer ici, là, les 3 fonctions appserver.r, appui.r et runapp.r qui respectivement, appui permet de gérer le front, donc ce que vous allez présenter à votre utilisateur. AppServer, c'est ce qui va être calculé par R. Et enfin, la fonction qui orchestre tout ça, qui s'appelle runapp, dont le job est de lancer votre application. Alors, premier truc qu'on peut faire, c'est se dire, déjà, je vais pouvoir lancer mon application en local. Alors, je vais vous montrer rapidement comment construire une application avec Golem. Et après, je vous montrerai comment la déployer selon les 2 méthodes classiques qu'on rencontre. Donc, je l'appelle démo 14 avril, parce qu'on est le 14 avril. Donc là, mon projet RStudio va se fermer, se réouvrir, et je vais avoir un projet qui va être pré-rempli, prêt à être déployé, en fait, prêt à dégainer. Vous voyez que Golem vous prend vraiment par la main, il y a un premier fichier qui s'ouvre, qui vous liste une liste d'étapes pour vraiment aller préparer votre appli, etc. Moi, je ne vais même pas les lancer, mais vous pourriez suivre étape par étape pour vraiment peaufiner votre appli. Votre appli, si vous voulez la voir, vous faites build, installer and restart. Donc là, vous installez votre package, d'accord ? Et ensuite, vous pourrez demander à R de vous lancer la fonction qui s'appelle runapp du package démo 14 avril. J'attends qu'il finisse de redémarrer. Et vous allez voir votre application se charger. Donc là, l'application, elle ne dit rien d'autre que son nom, en fait. Si on peut le voir, en fait, si on va dans le dossier grand R, on va ouvrir UI, on voit que c'est juste un H1. Mais si en dessous, je mets un H2 qui dit coucou, un H2 qui dit coucou, et que je recompile mon package, ça va marcher aussi. Alors plutôt que de le recompiler, on utilise plutôt ce script-là, qui en fait est beaucoup plus rapide à l'usage, parce que pour les gros packages, les gros projets, ça met beaucoup de temps à installer les packages. Donc là, c'est comme ça que je vais pouvoir travailler et développer mon app.
Si vraiment je veux partager cette application, je pourrais en faire un package. Je fais more, build source package. Ça fabrique un tar GZ que je peux envoyer à mes collègues. Ils peuvent installer mon appli. Bon, ça c'est la première façon de faire. Mais là, quand je dis application Shiny en production, la promesse c'est plutôt sur un serveur. Et donc, comment est-ce qu'on déploie une application sur un serveur? En fait, vous avez deux grandes familles d'outils. Vous avez la techno basée sur Docker. Donc, vous pouvez faire n'importe quelle techno Docker. L'idée, c'est partir d'un Dockerfile. Shiny Proxy est un produit qui est dédié au déploiement d'applications Shiny basées sur Docker. Donc, on a fait une fonction qui s'appelle add Dockerfile Shiny Proxy qui vous fait un Dockerfile pile poil nickel fait pour Shiny Proxy, ou sinon add Dockerfile qui vous fait un Dockerfile classique. Et on a ensuite des outils qui sont proposés par RStudio. Vous avez RStudio Connect qui sert à ça. Enfin, RStudio Connect, son job c'est de déployer des applis, des RMD, des Jupyter Notebook, enfin, tout ce que vous voulez, c'est vraiment fait pour, clic bouton. Shiny Apps, c'est la version en ligne, vous payez à l'heure d'usage. Et Shiny Server, c'est une ancienne techno un peu obsolète maintenant. Donc, je ne vais pas trop en parler. Donc, je vous montre rapidement comment fabriquer un Dockerfile à partir de votre application. Donc, je suis dans le code source de mon Golem. Donc, je vais lancer l'instruction Golem et je vais lui demander de me fabriquer un Dockerfile. Alors là, vous voyez que R est en train de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de scanner mon code et de bien être sûr de trouver les bonnes dépendances système pour faire tourner mon appli. Donc, ça, là, il les a trouvées. Donc, il va m'ouvrir le Dockerfile dans quelques secondes. Voilà. Donc, ce qui prenait du temps, c'était de fabriquer cette ligne-là, de trouver toutes les dépendances système. Là. Il installe Remote, il installe Config, Golem, Shiny. Mon application ne fait pas grand-chose, donc il n'y a pas grand-chose. En vrai, le Dockerfile peut être beaucoup plus gros. Et ensuite, il va le compiler. Là, c'est le cas où vous déployez à partir des sources. Il va compiler depuis les sources. Il y a aussi une autre approche qui serait de dire, vous me dites que vous ne compilez pas depuis les sources, et le Dockerfile va un petit peu changer. Vous allez voir que plutôt que de compiler depuis la build zone, là, je vais appeler ça comme ça, il va partir du tar GZ, justement, ce qui fait que à votre prestataire, votre commanditaire, vous lui donnez juste le tar GZ, démo 14 avril pour tar GZ, le Dockerfile, et n'importe quelle personne de l'IT sait déployer ça. Autre solution, ce serait d'utiliser les outils de chez RStudio. Donc pour faire ça, rs-connect-file. Donc vous voyez, ça a fabriqué un fichier qui s'appelle app.r. Vous n'y touchez pas, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton bleu ici, qui va se proposer en fait de déployer votre application sur ici notre connect à nous s'appelle connect.cimetière.fr. Je suis connecté en tant que Vincent dessus, je les publish. Donc ce qui se passe là, oui, je le remplace. Ce qui se passe ici, c'est que Connect est en train d'analyser mon package, il est en train de faire une copie en fait de mon environnement local, des dépendances, des versions. Si j'avais une locale configurée en russe, eh ben, il déporterait ça là-bas aussi. Et donc, il va vraiment envoyer une copie de mon environnement sur un serveur distinct, serveur qui va me permettre de déployer mon application. Alors là, ça prend un petit peu de temps. Alors, le premier déploiement d'une application peut être vraiment très long, ce qui fait vraiment une installation, une copie sur le serveur distant. Là, j'ai déjà déployé tout à l'heure, donc ça devrait être beaucoup plus rapide. Je ne sais pas trop pourquoi il prend du temps comme ça. Je pense que c'est parce que je suis en train d'enregistrer. Voilà, donc là, il est en train de chercher la locale. Donc là, je devrais dégainer assez vite. Voilà, donc là, c'est terminé. Donc RStudio Connect s'ouvre et je vais tomber sur la page qui me présente mon application. Vous voyez, le H1, le H2 de tout à l'heure. Par défaut, il n'y a que moi qui peux la voir, mais je pourrais aussi dire que n'importe qui sur la planète y a accès. Et il y a accès via une URL qui s'appellerait 14 avril. Si je fais save là, et que je me connecte, il y a un copier-coller de ce truc-là, et bien là, n'importe qui sur la planète qui est connecté à Internet voit cette application. Là, l'application n'a aucun intérêt, mais on pourrait aller chercher des applications beaucoup plus... Enfin, vous pouvez vraiment le déployer comme ça. Autre façon de déployer, c'est de dire non, pas n'importe qui, juste des gens que je choisis dans mon entreprise. Je vais donner l'accès à Colin, et je vais donner l'accès à Diane, par exemple. Donc en faisant ça, il n'y a que Colin et Diane. Donc là, en faisant ça, les deux vont recevoir un mail, ils sont notifiés. Il n'y a que eux qui vont voir mon application dans mon entreprise. C'est vraiment un truc clic-bouton efficace, fait pour déployer une application Shiny en un seul clic. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile que de jouer à Docker. Mais voilà, c'est un outil clic-bouton.
Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je viens de faire 10 minutes tout pile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aller plus loin, quelques liens ici. Donc, le repo de Golem. On est en train d'écrire un bouquin aussi qui va être bientôt publié sur comment faire une application Shiny pour la prod. Et je suis disponible ici sur Thinker, thinker.fr, ma webmail, mon Twitter, etc., etc. Merci à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu particulière. Bienvenue chez moi en Bourgogne. Je m'appelle Sylvain aussi. Je suis développeur, formateur freelance sur Java et Neo4j. Et je vais vous parler de mon expérience sur l'écriture d'un ouvrage informatique, en l'occurrence sur la technologie Neo4j, qui est une base de données NoSQL orientée graph. Alors, tout a commencé en 2013, où je présente Neo4j au Jug Lyon, dont le thème était les bases de données NoSQL. Neo4j, en version 1.5 à l'époque, était très peu connu. Peu de temps après, un éditeur d'ouvrages informatiques en français, dit Booker, me contacte et me propose l'écriture d'un livre sur Neo4j. Et j'ai dit oui. Alors je m'y mets. La première chose à faire consiste à élaborer un plan et dans l'idéal, j'aimerais présenter Neo4j depuis l'initiation stricte jusqu'à la mise en production. Le format d'écriture est DocBook, du XML formalisé. Et n'ayant trouvé aucun outil open source réellement satisfaisant pour me simplifier la tâche de rédaction, je décide d'écrire directement XML dans mon IDE Eclipse. Ces fichiers seront partagés sur un espace GitHub qu'il m'a mis à disposition. La tâche étant grande, je recherche de potentiels collaborateurs, co-auteurs, relecteurs, peu importe. Si leur envie de participer est grande au départ, je ne vois rien de concret venir au fur et à mesure du temps qui passe. Ils ont maintenant d'autres projets dans lesquels ils s'engagent. Alors j'écris le soir après le travail, les jours fériés, les week-ends. Alors pas tous, bien sûr, j'ai aussi des impératifs personnels, mais mes moments de liberté se raréfient. Et je me sens un peu comme lui, loin de l'enthousiasme de départ et sans voir la rive d'arrivée qui me donnerait espoir. Bon, il faut gérer le temps, il faut combattre la lassitude, mais aussi respecter la date de sortie prévue. La tâche étant trop grande, je propose à mon éditeur de découper le plan en deux pour sortir le livre en 2 fois, en 2 tomes. Petit coup dur au passage, une nouvelle version de Neo4j sort, une version majeure, ce qui m'oblige à revoir une partie de ma copie, mes captures d'écran, une partie de mon texte. Et il y a aussi un grand moment de satisfaction. Ce moment, c'est le moment de la sortie. 1 an plus tard, l'ouvrage sort. C'est un sentiment de fierté assez particulier et un moment de satisfaction personnelle, évidemment.
Je fais un petit break avant d'entreprendre l'écriture du second tome, mais Neo4j, durant mon break, sort une troisième version, ce qui me contraint à réviser le premier tome avant de travailler sur le second. En effet, inutile d'aller plus loin si ce qui est écrit dans le premier tome n'est plus juste. Et puis, c'est aussi l'occasion de mettre en place quelques améliorations sur le texte, de revoir un petit peu le plan. Et je rencontre Nicolas Rouillère, à un Graph Tour à Paris, qui s'engagera à mes côtés dans la sortie de cette seconde édition du tome 1. Ça sera aussi bon pour le contenu que pour la relecture. Et puis, je suis moins seul. En 2016, c'est la sortie de cette nouvelle édition. Toujours peu de retours, malheureusement. L'effet est euphorisant au début, mais il est de courte durée. Ça va durer 15 jours, un mois, avant que cette publication passe un peu en retrait. On s'y remet pour le second tome. On doit traiter des opérations, backup, cluster, etc., et c'est l'ennui. J'ai l'impression de traduire la documentation, le sujet laissant peu de place à l'imagination. Je propose alors à mon éditeur d'élargir le plan de ce tome, histoire de parler pas uniquement au stricto sensu des opérations, et surtout je vais changer le style d'écriture pour retrouver du plaisir tout simplement d'écrire. Donc je lui propose de rédiger le texte sous forme de dialogue entre différents acteurs d'une fausse société de services qui vont répondre aux besoins d'un client dont le projet est basé sur Neo4j. Là, je reprends le plaisir d'écrire. Guillaume Desbioles, un copain, me dessine quelques illustrations pour agrémenter l'ouvrage. Et puis, je fais une nouvelle rencontre aussi. Nicolas Merveilly, consultant chez Graphware, il vient nous rejoindre sur l'écriture de ce second tome. Chacun d'entre nous travaille sur les chapitres qu'on s'est répartis et l'écriture avance ainsi. Fin 2017, nouvelle sortie, c'est magnifique. Comme à chaque fois, c'est plein de fierté que nous présentons notre travail. Et comme à chaque fois, les retours tarderont à venir, voire manqueront. En 2019, on finit par sortir cette édition en anglais. Frank Kutzler, un Américain, vient nous aider à traduire ce second tome. Et le dessinateur FX, un dessinateur français, reprend les illustrations de Guillaume. On voit que l'équipe s'est complétée au fur et à mesure des projets successifs. Mon retour d'expérience, eh bien, c'est convaincre par la preuve. Sauf si on est très connu et très respecté, il est difficile d'impliquer des personnes extérieures dans votre projet. Ça se comprend car le temps est précieux pour nous tous et il y a beaucoup de personnes qui parlent de projets, qui veulent faire des choses, mais finalement, c'est des projets qui n'aboutissent jamais. Alors, une fois que la première réalisation est achevée, il est beaucoup moins difficile de convaincre du sérieux et de l'intérêt du projet. Il y a une forme de reconnaissance, on sait que vous êtes capable de mener un projet jusqu'au bout, et puis il y a quelque chose qui existe. L'un des autres problèmes qu'il y a, c'est la barrière de la langue. Et effectivement, c'est une technologie récente au moment du premier ouvrage, et il y a donc peu de relecteurs disponibles, puisque la communauté Neo4j est essentiellement anglophone. Il est difficile de faire relire le texte aussi dans la communauté française, puisque la communauté française est toute petite. Et comme je l'avais expliqué plus avant, je ne trouve pas nécessairement les relecteurs adéquats. Donc on se débrouille, hein, on fait ça avec les moyens du bord. Une autre problématique, c'est les sorties en cours d'écriture. En fait, j'aurais dû attendre la sortie d'une version majeure de Neo4j avant de commencer le travail. Ça m'aurait évité de gaspiller du temps en réécriture lors de la rédaction de l'ouvrage. Les sorties, elles sont toujours grisantes. Hein. Elles font vraiment plaisir, elles donnent beaucoup de satisfaction, mais elles sont aussi vite oubliées, remplacées par d'autres sorties, des articles, des projets, d'autres personnes. On aurait aimé aussi plus de retours et beaucoup ne viendront pas. Mention spéciale à Christophe Adinki, qui a publié une note de lecture pour les 2 tomes en français, et moi j'étais heureux de constater qu'il avait compris le sens de ma pédagogie. Autre inconvénient lors des sorties, on s'expose au jeu des commentaires sur les sites marchands. Et là, ce n'est pas tout le temps du bonheur. Si certains commentaires sont enthousiastes, on peut se retrouver avec un seul commentaire, du blabla sans intérêt, sans plus de précision. Et ça, ce n'est pas évident à encaisser. En conclusion, c'est la course. Le temps est plus limité qu'il n'y paraît. Déjà parce qu'il faut respecter les dates de sortie, mais aussi parce que les équipes de Neo4j continuent à faire avancer le produit. Et puis, vous avez d'autres projets personnels ou professionnels qui vont s'intégrer au fur et à mesure dans votre vie, et c'est pour cela qu'il faut aussi leur laisser de la place. Enfin, l'engagement. Une fois qu'on a dit oui, on termine. C'est le contrat.
Et l'engagement, c'est aussi maintenir ses ouvrages. Comme dans tout projet informatique, un livre, c'est rapidement obsolète. Donc, il faut régulièrement le réviser. On ne se dit pas, j'ai écrit mon livre, c'est terminé. Parce que ça dure 15 jours, un mois, et après, on n'en tire plus aucun bénéfice. Donc, il faut essayer de le maintenir. En gros, comme en informatique, comme n'importe quel projet, c'est jamais fini. Alors, pourquoi le faire? Eh bien, pour partager sa passion, moi, c'est une vraie rencontre avec cette technologie Neo4j. Elle m'a emballé, passionné. J'ai voulu communiquer en fait cette connaissance autour de Neo4j afin qu'on puisse interagir les uns les autres et qu'on gagne tous beaucoup plus rapidement en expérience. C'est un partage de connaissances. Ensuite, c'est une satisfaction personnelle. Il y a eu beaucoup de fierté à pouvoir mener notamment le premier ouvrage tout seul jusqu'au bout, malgré les difficultés que cela représentait. C'est une satisfaction d'équipe aussi quand on a commencé à travailler à plusieurs. C'est quelque chose qui fait qu'on se sent bien, ça donne un peu d'estime de soi et c'est un sentiment très très agréable. Ensuite, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens, d'avoir différents partages et d'avoir finalement une forme de reconnaissance dans la communauté Neo4j. Ce qui était très important pour moi, puisque on n'évolue plus tout seul, mais vraiment en groupe. C'est exactement cette expérience collective que je recherchais. Et enfin, quoi qu'on en dise, ça fait une ligne plus forte sur un curriculum vitae. Et moi, personnellement, ça m'a permis d'attirer aussi d'autres clients. C'est une manière de se faire connaître, comme un produit marketing, tout simplement. Bien que dans mon cœur, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce talk et je remercie les Human Coders de m'avoir permis de le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.